فيها. Bienvenue dans cette émission spéciale. C'était il y a pile 10 ans. La Tunisie apprenait que son dictateur était monté dans un avion. Ben Ali vient de fuir le pays. C'est la fin de 23 ans de silence et d'oppression. Une victoire pour celles et ceux qui, pendant un mois, sont descendus dans les rues de Sidi Bouzid à Tataouine en passant par Sfax. La Tunisie s'est soulevée au prix de nombreux morts. La liste des martyrs n'a toujours pas été publiée. Alors nous aurions dû présenter cette émission à Tunis, sur l'avenue Bourguiba, là où s'est joué l'acte final de la révolution. Mais les autorités viennent de reconfiner totalement le pays. Nous allons donc retrouver nos invités par Skype. Elles sont tunisiennes, issues de la société civile, et chacune porte un regard très différent sur les événements. Mais d'abord, nous avons interrogé les responsables politiques actuels. Que retiennent-ils de cette révolution? Écoutez. 10 ans après la Révolution, la démocratie tunisienne existe bel et bien, avec des élections libres au suffrage universel et des avancées majeures en matière de liberté publique et privée. Néanmoins, la démocratie n'a pas répondu aux attentes économiques des Tunisiens, pour des raisons internes à la construction démocratique, mais aussi aux vents contraires qui ont soufflé contre les démocraties représentatives dans le monde récemment. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour, nous sommes prêts à rectifier le tir de cette démocratie pour la rendre plus inclusive, plus sociale, plus économique. Je suis fier que l'expérience tunisienne soit la seule à peu près qui n'a pas capoté comparé à toutes les expériences qui ont démarré à peu près à la même période, en 2011. Maintenant, évidemment, pour le bilan, il reste mitigé. On aurait bien voulu aller beaucoup plus vite pour la mise en place et la consolidation des institutions démocratiques. Et aussi, il faut le dire aujourd'hui, peut-être le problème qui préoccupe le plus les citoyens, c'est la situation économique et sociale. Il nous reste beaucoup de choses. Essentiellement, cette jeunesse qui s'exprime, cette volonté populaire qui s'incarne dans les urnes. La révolution, ce n'est pas forcément la richesse, mais elle nous met dans des conditions de créativité. Aujourd'hui, à l'aube de cette deuxième décennie, les Tunisiens croient en leur révolution. Avant d'accueillir notre premier invité, retour en image sur ce 14 janvier 2011, quand le destin de la Tunisie bascule, avec Julien Chehida. Ce 14 janvier, la Tunisie est en ébullition. Malgré l'interdiction de rassemblement, des milliers de manifestants défient l'autorité incarnée par les policiers. Ces derniers ont reçu l'ordre de tirer à balles réelles. La fracture avec la population est totale. La veille, le président Ben Ali avait fait deux promesses, celle de quitter le pouvoir en 2014 et l'autre d'organiser des élections législatives anticipées dans les 6 mois. Mais pour la rue, il est déjà trop tard. Au petit matin, la nouvelle de la mort de plusieurs dizaines de manifestants se répand comme une traînée de poudre. Dans tout le pays, ils sont des milliers à réclamer une nouvelle fois le départ du chef de l'État. Nous sommes là contre l'oppression du dictateur Ben Ali. Nous sommes là contre la famille Trabelsi, la mafia. Le dictateur doit partir. Le peuple n'en a plus envie de ce dictateur. Tout bascule en fin d'après-midi. À 19 h, le Premier ministre Ranouchi annonce à la télévision le départ précipité de Ben Ali. Le président déchu, lâché par l'armée, a quitté le pays à bord de cet avion, direction l'Arabie Saoudite, la France ayant refusé de l'accueillir sur son sol. L'ancien Raïs ne reverra plus jamais la Tunisie. À l'annonce de son départ, la rue tunisienne explose de joie. Le pays entre dans une nouvelle ère, après 23 ans de règne sans partage du clan Ben Ali.
Voilà, le 14 janvier 2011, le genre de journée que l'on retient. Notre invité a été toutes les manifestations. Bonjour Wala Kasmi et merci de nous rejoindre sur France 24. Vous avez fondé après la Révolution Youth Decide. C'est une organisation qui vise à impliquer les jeunes dans la vie politique. Alors le 14 janvier 2011, vous étiez à Tunis, je crois, devant le ministère de l'Intérieur. Vous avez même vécu la répression. Vous aviez le sentiment de vivre à ce moment-là un moment historique ? Bonsoir tout le monde. Oui, en fait, le 14 janvier, j'étais, comme beaucoup de mes concitoyens, devant le ministère de l'Intérieur. On a crié dégage, dégage. On a été plein d'émotions, plein de détermination aussi pour ouvrir une nouvelle page dans notre pays, une page faite de liberté, de dignité et de prospérité. Évidemment, là maintenant, on est en fête et on devrait fêter le 10e anniversaire de la Révolution et avec beaucoup peut-être d'amertume que beaucoup de Tunisiens ne sont pas forcément contents, ils sont mécontents à ce 10e anniversaire. Je leur dis que en fait, cette aventure, on est parti pour une aventure qui pourrait durer plus que 10 ans. C'est une aventure... Voilà, Kasmi, avant peut-être de parler de la Révolution et de ses acquis ou pas, j'aimerais juste que vous nous fassiez revivre votre témoignage, parce que vous avez vraiment vécu les événements du 14 janvier 2011 sur le terrain, mais votre sentiment à l'époque, quand vous avez appris que Ben Ali était parti, il avait fui le pays, vous vous êtes dit quoi? Ça y est, on a réussi, on a bravé la peur? Oui, en fait, c'était juste inimaginable le matin que je ne pensais pas que ça allait arriver. On a crié dégage, c'est vrai, mais c'était impressionnant l'après-midi d'apprendre déjà que le gouvernement n'est plus et qu'après quelques heures, Ben Ali était parti sur un avion et qu'on a refusé son retour en Tunisie. C'était juste inimaginable, même si... on a pu visualiser ça, on a pu rêver de ça, mais c'était juste impressionnant. Voilà. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que le peuple tunisien, à cette époque-là, s'est levé contre un homme, contre un dictateur, contre un système Qu'est-ce qui a motivé, quels ont été les moteurs de la révolution? En fait, il y a eu un effet boule de neige qui a commencé à Sidi Bouzid, à Argheb, à Meknessi, à Gasserine, et le fait que on a eu accès à Internet, on avait accès aux réseaux sociaux, on avait accès à un smartphone. Ça a donné à la jeunesse la possibilité de filmer, de partager cette information, de mettre de l'information audiovisuelle. Et c'est ce qui a fait que les gens sont devenus en colère. Et c'est ce qui a fait que tout le monde, sans exception, était pour le départ de Ben Ali et pour le changement de régime. Et c'est pour ça que tout le monde était dans la rue, parce qu'il y a eu plusieurs événements et c'était des points de non-retour. En fait, voir des martyrs, voir des blessés de la Révolution, voir tout ce qui s'est passé entre le 17 et le 14 janvier. On avait l'impression de vivre, même ceux qui n'étaient pas forcément... sensibles à la question politique, ils étaient très surpris, ils avaient l'impression de vivre dans un autre pays. Et vu que j'étais activiste bien avant le 17 décembre, j'avais des amis qui avaient tellement peur de parler, qui avaient même peur de me rajouter sur Facebook. Mais là, je les ai trouvés le 14 janvier dans la rue devant le ministère de l'Intérieur. Ils étaient là en train de réclamer le départ de Ben Ali, réclamer l'ouverture d'une nouvelle page en Tunisie. Vous le disiez, Wala Kasmi, tout à l'heure, hein, lors de vos premiers mots, il y a une certaine amertume 10 ans après. Qu'est-ce qui a été réussi et quels ont été les ratés de cette transition 10 ans après? Ouais, il faut bien être raisonné et comprendre qu'on ne fait pas le changement en 2 ans, ou 3 ans, ou même en 10 ans. Il y a énormément de choses qu'on a pu réussir pendant ces 10 ans, dans la transition démocratique, dans des élections présidentielles libres et transparentes pour la première fois, des élections législatives. On a une nouvelle constitution. On est en train
de construire notre pays, une nouvelle république. Et surtout, on est en train d'avoir de nouvelles instances et de nouvelles institutions qui vont renforcer cette démocratie. Et je pense qu'on a fait beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de chemin sur ce volet-là. Il reste le chemin où le volet social, le volet économique, qui sont très, très, très importants. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde en Tunisie, la société civile, les entrepreneurs qui sont en train de faire un énorme travail avec la communauté internationale. Sur le volet économique, puisque vous, votre espoir, c'est la jeunesse tunisienne, le taux de chômage des 15-29 ans s'établit à 35%. C'était à peu près le même il y a 10 ans. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui bloque? En fait, on a pris du temps sur la transition démocratique et tout ce qui a relation avec les libertés politiques. Là, on s'intéresse plus sur le plan national et même international avec les partenaires internationaux sur le renforcement des capacités économiques et pour résoudre la problématique de l'employabilité des jeunes. Il y a énormément d'initiatives et je pense que ces initiatives-là avaient besoin aussi des cadres juridiques comme le Startup Act, des cadres juridiques comme l'économie sociale et solidaire pour atteindre les objectifs. En fait, on parle jusqu'à maintenant d'une économie qui est un peu fermée en Tunisie, même si on est en train de vivre une liberté politique. On a besoin de vivre une liberté économique qui permet aux jeunes, à ces jeunes, d'innover, de devenir des auto-entrepreneurs, de créer des startups, de créer beaucoup de structures et surtout, il y a le volet financement. Le volet financement pour les jeunes qui veulent lancer leurs propres projets. Il y a énormément de choses qui ont été faites comme la caisse de dépôt, Smart Capital, beaucoup d'initiatives. Il faut en fait créer une synergie entre toutes ces initiatives pour avoir un changement sur le plan national. Merci pour votre message. Voilà Kasmi. Merci d'avoir bien voulu témoigner sur France 24. Alors la révolte n'est pas éteinte. Il y a encore des manifestations, des sit-ins, des blocages. Les jeunes de Tataouine maintiennent la pression pour obtenir des emplois. 30% d'entre eux sont au chômage dans cette région. Pour l'instant, ils n'ont obtenu que des promesses. Voyez ce reportage de notre équipe à la frontière avec la Libye. Dans le grand sud tunisien, la région de Tataouine regorge de richesses naturelles. Pourtant, le chômage fait des ravages. Beaucoup de jeunes sont désœuvrés et sans perspective. À 33 ans, Naji n'a jamais eu un emploi digne de ce nom. ماناش رانا نساسوا في الدوله ولا بقول لها اعطينا من قدام هذا حقنا شركات بتروليه منتصبه في تطاوين الزبس الرخام اكبر ثروات مائيه في تطاوين اكبر ثروات في كامل الجمهوريه في التونسيه في تطاوين والشعب مهمش ما عندهاش دينار. Depuis 3 ans, des jeunes de la ville s'organisent. Ils revendiquent et ils manifestent pour obtenir du travail. Ils ont multiplié les sit-ins. Ils ont même bloqué la principale vanne d'alimentation du site pétrolier d'Al-Kamour. Un bras de fer interminable avec les autorités qui leur a permis d'arracher des dizaines de promesses d'embauche. الشعب التونسي راهو بعد 2011 ما عادش باش يرضى حتى مسؤول يكبر شانه ولا يهبط شانه ما عادش يرضى له باش يستعمل السياسات القديمه. الشباب هذا ولا واعي يا تعطيني حقي يا نحبس لك البلاد نقولوك لا رينا. En attendant que les promesses soient tenues, Oussama survit en écoulant de l'essence de contrebande. ما عندنا حتى حل آخر كارك بتخدم هيك ولا بتشق البحر ما تبدل حتى شيء من تهميش لتهميش. Pour Oussama, la révolution n'a rien apporté. Msbah Chnib porte un autre regard sur la situation. Pour cet opposant historique à Ben Ali, la liberté conquise en 2011 n'a pas de prix. صحيح الخبز ضروري وصحيح الشغل ضروري هذه مسائل متأكدة لكن هذا لن يحدث لن يتحقق بين يوم وليلة. الديمقراطية هي الطريق الصحيح إلى التنمية الصحيحة وإلى العدالة الحقيقية.
La pandémie de Covid-19 est venue compliquer un peu plus une situation économique critique. À l'entrée de la ville, quelques copies grossières de personnages de Star Wars. La région est un lieu de tournage de la saga et attire des fans du monde entier. Mais avec la pandémie, pas l'ombre d'un touriste. Et pas ou peu de touristes non plus à Tunis. Le coronavirus pèse sur toute l'économie nationale et le pays, je vous le rappelle, est totalement reconfiné pour 4 jours. Cela conforte ceux et celles qui regrettent l'ère Ben Ali. C'est votre cas, Sana Renima. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise dans les nouvelles technologies et pour vous, il y a clairement un avant et un après révolution sur le business. Absolument. Sur tout ce qui est aspect économique et social, bien évidemment, on avait un modèle économique qui, certes, a atteint sa limite aujourd'hui, mais avant, le monde entier parlait de miracles tunisiens quant aux performances économiques, et ceci était dû essentiellement à une vision claire et aussi à une démarche de construction avec la jeunesse, avec les technologies, avec les nouvelles entreprises et la collaboration internationale. Et c'était bien sûr à la base une stabilité politique. Bien évidemment, personne ne peut nier qu'il y avait une dictature et qu'il n'y avait pas de liberté d'expression et qu'il y avait une mainmise quand même sur une large partie de l'économie, de la famille Trabelsi, etc. Mais les chefs d'entreprise évoluaient, la progression était là, la croissance était là et les gens n'étaient pas dans la misère qui est arrivé aujourd'hui. Mais est-ce que la Tunisie s'est trop vite débarrassée de ses anciens cadres qui étaient plus ou moins compétents ? Absolument, absolument. C'était dans le mouvement révolutionnaire, c'est normal. Il y a eu quand même, on a jeté malheureusement le bébé et l'eau du bain. Et on a mis à l'écart les compétences, notamment les hauts cadres de l'administration, qui savent gouverner, qui savaient comment instaurer un équilibre et un rôle de l'État qui était un État fort, qui était un État régulateur aussi et constructif, qui était partenaire du développement économique avec une vision, avec une stratégie. Et donc, ça nous a mis dans une situation quand même assez délicate, notamment. On a mis post-révolution la barre des espérances et des attentes très très haut en croyant qu'avec la révolution du 14 janvier, on allait garder, préserver tous les acquis, notamment ce modèle de développement économique, et qu'on allait ajouter des strates de liberté, de démocratie. Mais les révolutionnaires vous diront, madame, vous diront que la démocratie n'a pas de prix. C'est vrai que la Tunisie est aujourd'hui un État démocratique, les élections sont libres, il y a la liberté de manifestation, la liberté d'expression aussi. Vous leur répondez quoi ? Non, mais absolument, ça, personne ne dira le contraire, principalement moi. On a eu des acquis post-révolutionnaires en termes de démocratie, en termes de liberté d'expression. On chuchotait avant de peur d'être entendu si on exprimait un avis contraire au régime en place. Mais nous n'avons pas su préserver quand même ces acquis fondamentaux pour la société. On devait rétablir un équilibre de développement entre les régions et entre les populations. Et on s'est trouvé à casser tous les modèles, toutes les entreprises, toutes les infrastructures. Vous venez de passer un reportage qui me fait vraiment mal au cœur. Nos richesses, le peu de richesses naturelles que nous avons, le phosphate, le pétrole, le sel, etc., aujourd'hui sont bloqués depuis 10 ans parce que les gens sont rentrés dans une phase de revendication, de demande, et aussi il y a effritement et perte de la valeur du travail. Une reconstruction, ça nécessite un effort de travail et des sacrifices de la part de tout le monde. Il y a eu une dizaine de gouvernements depuis 2011. Aujourd'hui, le Parlement tunisien est complètement éclaté. Il n'y a pas de majorité claire et absolue. Est-ce que cette instabilité politique, elle pèse dans votre business en tant que femme d'affaires, femme d'entreprise, dans la confiance, dans les investissements aussi ? Absolument. De toutes les façons, l'investissement et l'économie sont reliés à la stabilité politique et à un schéma de croissance qui est clair pour les marchés, pour les filières, pour les chaînes de valeur, etc.
Donc l'instabilité politique, mais pas que, parce que les retombées avec cet amalgame, on a eu deux damnations au fait post-révolution. On a eu l'islam politique et on a eu le courant populiste. Et donc du coup, nous sommes aujourd'hui prisonniers d'un modèle, d'un régime politique qui est complètement bâtard, avec des têtes et des gens qui pilotent. Au fait, on a 3 présidents, on a 3 pouvoirs éclatés, on n'a pas une vision, on n'a pas un chef à bord et on n'arrive pas aujourd'hui à assurer une cohérence des décisions entre le gouvernement, la présidence de la République, la présidence du Parlement. Et donc, nous sommes pris en otage d'un modèle qui doit être changé, revisité, et pour une gouvernance saine et un modèle de développement socio-économique qui donnerait la stabilité et qui reconstruira effectivement une Tunisie 3.0 et sur le plan économique et sur le plan de l'unité sociale et notamment d'un nouveau contrat social qui est nécessaire aujourd'hui entre les différentes parties prenantes. Le point de vue de Sana Renima. Merci beaucoup, madame, de nous avoir confié votre point de vue, symbole de ce désenchantement. L'exode des jeunes Tunisiens. Depuis 3 ans, ils sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée de la Méditerranée pour l'Europe, au péril de leur vie parfois. On les appelle les Haragas, les brûleurs de frontières. Reportage Karim Yayaoui et Mohamed Farhat. Le regard tourné vers le large, Khnifes, ou Petit Pou comme on l'appelle dans son quartier, rêve d'autres horizons. Il est ce qu'on appelle un Haraga, littéralement un brûleur de frontières, prêt à tout pour rejoindre l'Europe. وهذه موقع استراتيجي معناها اقرب من حومتنا اقرب بلاصه معناها باش نخرجوا باش نوصلوا لجزيره لامبيدوزا من هنا. انا لهنا في بلادي وعايش ميت معناها اعتبارها مانيش عايش على دونك ماش باش تخوفني حكايه الموت معناها خليني انا ساكت قبل ما نتكلمش وعايش خير من اللي نتكلم تو ما فما. Les jeunes de Sfax se cotisent régulièrement pour acheter une embarcation qu'ils confient à un passeur capable de les faire traverser. L'un d'entre eux a accepté de nous parler. يكلموني يقول لي معناها نعطيوك كذا وصلنا ولا نورمال ما عندي حتى مشكله خير مره 15 مليون كي تلقى فرصه كي هكا فواياج كي هكا ماكش باش تقول لا تمشي بس تلقى تواري عليك باش تمشي ما تقولش تستعمر هنا ايش عندك ما تعمل عبد لي 20 سنه انا بنصور 5 ملايين. Même au cœur de l'hiver, dès que le temps le permet, les Haragas de Sfax tentent leur chance. Il y a ceux qui réussissent à passer, ceux qui sont refoulés, et puis ceux que la mer ne rendra jamais à leur famille. Dans un quartier populaire de Sfax, une femme pose des plombs sur des filets de pêche. En 2011, son époux et son fils unique ont péri en tentant la traversée vers l'Italie. والله نتذكر روحي حتى لحظة هكا يتعدم ما نتذكروش ولا ما نراهوش أصلا حتى أي واحد هكا بحذايا نقول لهم بلا الود مشى لأولادي هذوما الكل تسمى كانوا مولادي نحس منهم كانوا مولادي ديما نقولوا الحمد لله هذاك حد عمره مشى حب الحمد لله ما نجمش ننساه بلاد. Aujourd'hui, cette maman, encore meurtrie, appelle les jeunes à rester en Tunisie. Un appel qui ne trouvera sans doute pas d'écho auprès d'une partie de la jeunesse tunisienne. La Tunisie qui a fait sa révolution dans le sang face aux manifestants. Il y avait des snipers, il y avait aussi des policiers armés. Alors combien de morts, combien de blessés? À Tunis, on attend toujours la publication de la liste des martyrs de la révolution. Reportage Lilia Blaise. À Tella, les rues calmes de la ville portent le souvenir de la Révolution. Rassen n'avait que 19 ans quand il est sorti le 8 janvier 2011 manifester pour la liberté et la dignité. Il a été tué ici, d'une balle dans le dos. Son frère Helmi se souvient. D'après l'enquête, c'est à cet endroit qu'il est mort, ici où se trouve le garage vert. Un autre a été tué là-bas près de la pharmacie. La police se trouvait sur la route principale, les gens avançaient comme dans n'importe quelle manifestation. Ils avançaient puis reculaient, avançaient puis reculaient. Au final, la police a ouvert le feu. Helmi a conservé les vidéos des manifestations à Tella où 6 personnes ont perdu la vie pendant le soulèvement.
Après la Révolution, l'ex-président Ben Ali a été condamné à la perpétuité, tandis que des membres des forces de sécurité ont été condamnés pour négligence dans leur gestion des protestations. Mais pour Helmi, la justice aurait dû aller beaucoup plus loin. Nous avons été très offensés par les décisions des tribunaux militaires. Notre demande est claire, ces jeunes sont morts. Nous avons demandé des comptes et que ceux qui ont tué nos jeunes soient tenus responsables. Des procès sont encore en cours grâce au processus de justice transitionnelle qui a enquêté sur les violations de l'État. Mais aujourd'hui, la mère de Rassen attend surtout une reconnaissance officielle. Je ne demande rien à l'État. Je ne demande pas d'argent. Je demande simplement le nom de mon fils. Au moins, il restera dans l'histoire de son pays et restera également pour son frère et ses enfants. 10 ans après la Révolution, l'État tunisien n'a toujours pas publié la liste définitive des blessés et martyrs du soulèvement. Il faut faire une sorte de croisement entre plusieurs listes pour aboutir à une liste complète et exhaustive. Il est très important de ne pas oublier un seul martyr dans cette liste. La deuxième raison est aussi le manque de volonté politique. Une avancée tout de même, à l'occasion du 10e anniversaire du soulèvement, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'un fonds pour dédommager les victimes de la Révolution. Et notre émission spéciale se poursuit avec Anissa Daoud. Bonjour, on est ravis de vous recevoir. On aurait dû se croiser à Tunis finalement. Ça sera par écran interposé à Paris. Vous êtes comédienne, réalisatrice, productrice et vous avez vécu vous aussi de près il y a 10 ans la Révolution. Vous étiez dans les cortèges. Quel est le souvenir qui vous vient en tête ? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Évidemment, un sentiment d'un espoir immense, aussi un regain de fierté, c'est-à-dire que pour la première fois, on a eu le sentiment de pouvoir agir collectivement. Je ne sais pas, c'est plus une sensation en fait physique de ces manifestations, et particulièrement celle du 14 janvier où on faisait qu'un, où il y avait un sentiment de corps, un sentiment que tout était possible, un sentiment aussi que la peur changeait de camp. Je sais qu'aujourd'hui, 10 ans après, c'est devenu une formule, mais à ce moment-là, c'était très, très, très concret et c'était extrêmement libérateur et un sentiment, oui, de solidarité immense, de faire pays, de faire peuple, de faire corps. C'est ce qui me reste de plus intense. Et aujourd'hui, 10 ans après, malgré un certain nombre de déceptions et malgré, par exemple, aujourd'hui, un jour comme aujourd'hui, c'est cette image terrible de cette rue vide qu'on nous empêche de... Alors Anissa, est-ce que vous nous entendez ? On a visiblement un petit problème de connexion. On vous entend, nous, très difficilement ici dans les studios à Paris. Un autre sujet maintenant sur la question des islamistes, hein, les religieux que l'on retrouve surtout dans les régions délaissées et déshéritées. Exemple à Kasserine, le berceau de la Révolution où se sont rendus Karim Yaoui et Mohamed Farhat. Ces 10 dernières années, le quartier Zohor à Kasserine n'a pas beaucoup changé. La ville fut pourtant un des épicentres de la Révolution. Plusieurs manifestants y sont morts, ont été blessés. Cette famille a perdu un fils le 10 janvier 2011. معناها يولوا يسمعونا ويجدوا الملف هذا ويحكوا عليه ما بعد جان في الملف هذا يدس وينتهي نهائيا. ذريني هي اللي جابت نحن حرية تونس 7 3 اللي تفرغ عليهم على الوز بالضبط ولو ما تبغيت الطيشات لمسال العالم الحسبة. ما جابك ولدي يعطيني حق ولدي. المالي بتاعه. ولدي في المكان. يا تحرس 2 أو 200 تلاقينا. محمد. À l'entrée de la ville, un rond-point flambant neuf cache mal l'état de décrépitude avancée de Kasserine. Ces dernières années, il y a eu des arrestations dans des affaires de corruption, mais les autorités ont du mal à éradiquer ce fléau. Bassam Salhi veut croire que certaines choses ont changé en bien depuis la Révolution. في بعض النقاط اللي هي حرية التعبير وحرية إنشاء المنظمات والجمعيات، لكن قسيم تعتبر من الولايات المهمشة والأكثر فقرا يعود للسلطة والتعاقب الحكومات. À une cinquantaine de kilomètres de Kasserine, un hameau dans une région montagneuse auquel on accède par une piste. Au dénuement dans lequel vivent les habitants s'ajoute une menace djihadiste persistante depuis la Révolution. Le neveu de Mustapha, un berger soupçonné par les terroristes de renseigner les autorités,
a été assassiné il y a quelques semaines. بنتي نام ما عندهاش وانت القصرين اللي هي عملت الثوره وجابت اكثر شيء ثوره قاعد تريفها وكل تعاني للشر. 10 ans après la Révolution, les habitants de ce hameau se sentent abandonnés. Mustapha joue habituellement dans les mariages, mais avec le coronavirus, il ne peut pas compter sur cette modeste rentrée d'argent. Alors parfois, pour se donner du courage, il se saisit de sa flûte. Retour en plateau, on va s'arrêter sur l'un des acquis de la Révolution, le droit des femmes. Plusieurs lois ont été adoptées en leur faveur, notamment la loi contre les violences en 2017. Avant cette loi, un violeur n'était pas poursuivi s'il épousait sa victime. Bonjour Nabila Hamza et merci d'être sur France 24. Vous êtes sociologue, militante féministe, membre du bureau exécutif de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Vous avez reçu également le prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe. Est-ce que vous diriez que la Révolution a été bénéfique aux Tunisiennes ? Aux Tunisiennes. Je pense qu'effectivement les avancées sont réelles. Je veux dire, malgré le climat délétère que nous vivons et le climat déprimant que nous vivons aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la fête. En fait, les Tunisiens n'ont pas fêté la Révolution, ils la vivent avec beaucoup d'amertume, mais je crois que réellement, on ne peut pas ignorer qu'il y a eu énormément d'acquis depuis 2011. C'est une réalité. Aujourd'hui, l'égalité est inscrite dans la Constitution, ce qui est quelque chose de considérable. Il y a au moins 3 articles qui parlent de cela et l'État s'engage à promouvoir les droits des femmes. C'est quelque chose de considérable. Il y a la loi que vous venez de mentionner, la loi 58 de lutte contre la violence à l'égard des femmes, qui est aussi une loi historique dans la mesure où elle donne une définition très large et embrasse tous les champs et tous les types et les formes de violence à l'égard des femmes, le harcèlement dans le milieu du travail, le viol, le harcèlement moral également, etc. Et en même temps engage la plupart des secteurs concernés à prendre des mesures pour la prévention, la lutte contre la violence à l'égard des femmes. C'est donc un acquis considérable. Il y a aussi, et ça je ne peux pas oublié de le mentionner, la loi électorale qui est également un acquis considérable. Lors des dernières élections municipales, les premières en fait, c'est pas les dernières, les premières élections démocratiques en Tunisie en 2018, la parité horizontale et verticale sur les listes électorales des partis a été imposée et c'est ce qui a permis d'ailleurs. C'est ce qui a fait que les partis politiques ont commencé évidemment à essayer d'accrocher un maximum de femmes sur leur liste électorale. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez 47% de femmes dans les conseils municipaux et 20 femmes à la tête de mairie, ce qui est également considérable. Ce sont donc des avancées. Je vous coupe, mais il y a une question qui se pose quand même. Vous vous rappelez la Constitution de 2014 qui assure donc l'égalité entre citoyens et citoyennes, mais il n'y a toujours pas de loi sur l'égalité successorale, c'est-à-dire sur l'héritage. C'est paradoxal, ça. Absolument. Alors, tout n'est pas évidemment rose et le chemin est encore long et semé d'embûches. Et la loi qui a été Béji Caïd Sebsi, qui est le défunt président de la République, avait engagé sous la pression du mouvement féministe et de la société civile, avait proposé une loi justement sur les libertés individuelles en général, qui concerne aussi bien les femmes que les LGBT, etc. Et la loi successorale a été posée et devait passer devant le Parlement. Malheureusement, cet élan réformateur a été arrêté. C'est bien dommage, mais je peux dire... Au nom de quoi il a été arrêté ? Au nom de quoi ?
L'opposition était très importante de toutes les façons. Il est décédé avant, mais je veux dire, l'opposition à cette loi était quand même importante de la part des islamistes, des salafistes, et cette loi n'aurait pas pu non plus passer aujourd'hui, encore moins aujourd'hui devant le Parlement que nous avons, qui est un Parlement dominé par les islamistes, les salafistes, les conservateurs de tous bords. Mais je dirais que tout de même, il y a une ouverture du débat sur la loi successorale qui est considérée comme un tabou dans la plupart des pays arabes et musulmans. Mais que, donc, le couvercle a sauté. Aujourd'hui, on en parle, voilà. La lutte est engagée, la Colib a fait un travail immense et les femmes et les forces démocratiques sont décidées, déterminées à aller jusqu'au bout pour que cette loi passe. Elle ne passera probablement pas avec ce Parlement, mais elle passera certainement dans les années à venir. C'est un combat que nous jurons de gagner sur le moyen terme. Voilà, vous vous consolez en disant qu'au moins le débat a lieu. C'est vrai que ce n'est pas le cas dans tous les pays arabes. Vous parliez des islamistes, des salafistes aussi, et de leur pression. Est-ce que sur l'avortement, par exemple, qui, il faut le rappeler, est légal depuis 1973 en Tunisie, est-ce que les religieux remettent le sujet sur la table? Est-ce que cette avancée, cet acquis est menacé aujourd'hui? Écoutez, on ne parle pas forcément de l'avortement, qui lui, effectivement, a été légalisé depuis 1964, je dirais. Mais il est certain que les salafistes, les islamistes et les forces conservatrices, aujourd'hui, qui ne sont pas uniquement constituées par les islamistes, mais aussi par d'autres partis, et qui aujourd'hui remontent jusqu'au haut sommet de l'État, et le président de la République, puisque le président de la République a fait un discours à l'occasion de la fête de la femme le 13 août, qui est une sorte de prêche dans une mosquée, et qui considère que la famille doit être soumise au Coran, en tout cas à son entendement et son explication, son interprétation du Coran. Donc aujourd'hui, les islamistes ne posent pas directement la question de l'avortement. Ils ont essayé de le faire pour l'avortement, pour l'adoption, qui est aussi un cas très particulier. La Tunisie est le seul pays musulman, en tout cas arabe, à permettre l'adoption. Qui est banni par la charia. Mais il y a un travail en douce et par moments très clair et évident et patent de remise en cause de l'ensemble des acquis des femmes. En tout cas, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que l'élan réformateur qui a porté la Tunisie depuis le début du XXe siècle avec le mouvement réformateur de Tahir el-Haddad suivi par Bourguiba, je dirais même que Ben Ali lui-même n'a pas arrêté cet élan réformateur puisqu'il y a eu quand même quelques réformettes qui ont été faites. Mais le plus grand, évidemment, les plus grands acquis sont venus au moment de Bourguiba et après la Révolution. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a une stratégie très claire de remettre en cause les droits des femmes, les acquis, le code du statut personnel et surtout pour barrer la route à toute possibilité d'avancer et de faire des percées à l'avenir. Vous restez sur vos gardes, on l'a bien compris. Vous restez sur vos gardes. Merci beaucoup, Nabila Hamzat, d'avoir répondu à ces quelques questions. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission spéciale, 10 ans après la révolution en Tunisie. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en images. Vous le savez, les rappeurs ont été à la pointe de la révolte. L'art comme vecteur de progrès dans le pays. À très vite sur nos antennes. المحبة صنعك يا ربي والكره زمان صنعته الناس نسيانهم نعمة يا ربي بغضك ذبح حزن يقتل الإحساس أمانة أمانة المحبة شيخة للمالي قاعدة عقار كم يلي يجي ليل ولا نهار وماني Oh, Maddie.